Donc, je me présente, je m'appelle Rémi Rabassa, je suis ce qu'on appelle un endocrinologue, donc un médecin spécialiste du diabète, clinicien-chercheur. Je partage ma vie entre les soins avec une large équipe qui m'entoure pour les patients qui vivent avec le diabète et en particulier avec le diabète de type 1, et puis aussi la recherche avec aussi une large équipe qui m'entoure et qui a collecté une bonne partie des données que je vais vous présenter ce soir et aussi préparer en une large partie les diapositives. Et l'idée vraiment ce soir, c'est de présenter des données du registre Better auquel je pense que plusieurs d'entre vous participent, et je vais expliquer un peu ce que c'est, puis après ça, montrer quelques données qu'on a pu analyser. J'ai bien conscience que le rythme de la recherche, ce n'est pas forcément le rythme que les patients voudraient, mais enfin, il y a des données qui sont là qui, j'espère, vous interpelleront. Donc, il y a la possibilité de poser des questions tout au long de la présentation. Sarah A, qui est infirmière, qui est avec moi ce soir, va les recueillir, puis on ira les regarder. Vous avez un module questions-réponses, vraiment Q&R, qui est là, qui va vous permettre en haut, si vous c'est soit en haut, soit tout en bas, quand vous bougez un peu votre souris sur le système, vous allez pouvoir voir. C'est vraiment dans Q&R qu'il faut poser vos questions, puis on fera de notre mieux pour essayer d'y répondre. Alors, le diabète de type 1, c'est vraiment une maladie extrêmement méconnue. Très, très souvent, c'est confondu avec le diabète de type 2. Juste avant le mois de décembre, l'IRCM a fait faire un petit vox pop là-dessus et c'est absolument pas scientifique, mais il y avait vraiment un degré de confusion important des gens qui avaient été interviewés et filmés. C'est tellement mal méconnu que même le gouvernement et les autorités gouvernementales sont incapables de nous dire combien il y a de personnes qui vivent avec le diabète de type 1 au Québec. On pourrait penser que, au moins pour les diagnostics les plus classiques, les gens qui développent le diabète jeune, qui débutent l'insuline, ça pourrait être le cas, mais franchement, non, on n'est pas capable de savoir. Après un certain âge, il y a de la confusion avec les gens diabétiques qui vivent avec le diabète de type 2 et qui sont traités avec l'insuline. Bref, on ne sait pas le nombre de patients qui vivent avec le diabète de type 1 et qui habitent le Québec ou le Canada. Alors, c'est un des objectifs du registre. Le registre, c'est une sorte de recensement ou de sondage où on essaye d'avoir le portrait des gens qui vivent avec le diabète de type 1. Alors, c'est sûr qu'on aimerait répondre à combien ils sont, mais on aura juste une approximation qui ne sera pas très bonne. Mais qu'est-ce qui est important pour les patients? Quels sont les objectifs et les problèmes qu'ils rencontrent? Ça, on est en train de commencer à le faire. Je vais vous montrer des choses. Donc, ça s'appelle Type 1 Better. C'est totalement bilingue si certaines personnes étaient plus à l'aise de répondre en anglais. Et basé sur des discussions avec des patients qu'on appelle des patients partenaires, ce sont des patients qui nous accompagnent tout au long du processus de la recherche, c'est-à-dire dès le moment où on évoque une question de recherche jusqu'au moment où on fait l'analyse. Les patients nous ont dit notre problème numéro un, ce que l'on aimerait régler dans les 3 à 4 prochaines années, qui est l'horizon pour l'instant de notre financement, même si on aimerait aller plus loin, c'est de réduire l'hypoglycémie. Je vais vous en parler un peu, mais vous allez voir, on aborde d'autres choses dans le registre. Alors, le registre, c'est une série de questionnaires qu'on répond en ligne dans l'Internet, sur son téléphone cellulaire, sur sa tablette, sur son ordinateur. Et puis, quand on a 14 ans et plus, c'est des questionnaires qu'on remplit soi-même. C'est vraiment des choses qu'on remplit à nous-mêmes. Et puis, parce que l'ensemble des questions peut être perçu comme un peu trop long par certains patients, puis on le reconnaît, c'est divisé en 3 phases qui permet soit aux gens qui veulent aller au bout de le faire en 3 morceaux, soit de dire, après la première ou la deuxième phase, j'en ai mon voyage de leurs questions, et puis ils se débrouilleront sans moi pour la suite. Ça ne fait pas notre affaire à nous de chercheurs, mais c'est tout à fait compréhensible. Pour les enfants un petit peu plus jeunes, ce sont les parents qui répondent, puis là, il y a une seule question. Pour les adultes et les enfants de 14 ans et plus, en plus d'avoir ces 3 phases, pour les gens qui ont répondu à 2 des 3 phases ou à 3 des 3 phases, il y a aussi la possibilité de participer à un questionnaire annuel que là aussi, on se rend compte qu'il est un petit peu plus long. On va améliorer ça dans les prochains mois. En chiffres, combien il y a de personnes dans le registre? Pour l'instant, c'est à peu près 2200 personnes
On estime qu'au Québec, la fourchette des estimations pour le diabète de type 1 est tellement vaste, mais c'est probablement un petit peu moins qu'une personne sur 10 qui vit au Québec avec le diabète de type 1, avec les hypothèses les plus basses, puis l'échelle est vraiment très, très grande entre les hypothèses basses et les hypothèses hautes. 14 ans et plus, c'est presque 2000 personnes et moins de 14 ans, c'est presque 300 personnes. Quelques chiffres aussi. On a maintenant, c'est vraiment quelque chose qui a complètement changé dans la vie des patients qui vivent avec le diabète de type 1 et aussi de leur famille. Plus de 80% des adultes qui vivent avec le diabète de type 1 utilisent maintenant un lecteur en continu de la glycémie, le Freestyle ou le Freestyle 2, le Dexcom G6 ou le Enlite. À peu près 40% des personnes utilisent la pompe à insuline. Le pourcentage est plus élevé chez les enfants parce qu'il y a une accessibilité, un remboursement, un programme gouvernemental plus important. Chez la pompe, c'est un peu au-dessus d'un enfant sur deux maintenant qui utilise une pompe à insuline. Quand je parle d'enfants, je parle de 18 ans et moins. À peu près un adulte sur 5 a une assurance qui correspond à la RAMQ. Et on a par contre, bien entendu, ça veut dire que les 80 autres pourcents, dans le cadre de leur travail, eux-mêmes ou via leur conjoint, ou pour les plus jeunes, via les assurances de leurs parents, vont avoir une assurance privée qui généralement se traduit par une accessibilité un peu meilleure à certains types de traitements et surtout, par exemple, pour l'accessibilité pour les pompes à insuline. Le Graal des gens qui vivent avec le diabète de type 1, c'est d'obtenir la fameuse hémoglobine glyquée en bas de 7%. Celle à partir de laquelle on peut de garantir d'une façon quasi complète aux patients qu'il n'y aura pas de complications qui apparaissent si il ou elle arrive à maintenir ce contrôle sur le long cours, ou que si malheureusement il y a déjà une complication, il est très peu probable qu'elle progresse. C'est à peu près un tiers des adultes, ça peut vous sembler faible, mais c'est beaucoup mieux que dans beaucoup d'autres régions du monde. Le chiffre pour les enfants qui est beaucoup plus faible est à prendre avec des pincettes parce que dans certains cas, les pédiatres, de façon tout à fait licite, vont tolérer des glycémies plus hautes chez les enfants pour de multiples raisons, et par exemple, à cause du risque que les hypoglycémies pourraient faire courir un jeune enfant. À peu près 8%, un peu plus de 8%, donc un peu moins d'un patient sur 10, vivent avec la forme de diabète qui apparaît plus tard, donc la forme classique, celle que moi j'ai appris quand j'ai fait mon cours de médecine le millénaire dernier. C'est une forme qui va survenir avant l'âge de 18 ans, souvent aux alentours de la puberté, qui nécessite de l'insuline tout de suite. Mais depuis une vingtaine d'années, on voit de plus en plus de formes qui apparaissent plus tard, après l'âge de 20 ans. Ça peut même être facilement après l'âge de 50 ans, chez des gens qui sont souvent malheureusement pris par leur médecin de famille au début pour des gens qui vivent avec le diabète de type 2, parce que l'entrée dans la maladie est un peu plus lente, un peu plus progressive. Et souvent, le diagnostic de diabète de type 1, il est porté un peu avec retard quand finalement on se rend compte qu'il n'y a rien du diabète de type 2 qui fonctionne de façon appropriée. Alors, comme on l'a dit un peu plus tôt, le fil rouge de notre registre, c'est vraiment l'hypoglycémie, à quel point elle est fréquente. Alors, l'hypoglycémie classique, c'est en bas de 4, mais l'hypoglycémie qui commence à poser vraiment des problèmes, là, celle où on pourrait rentrer dans des problèmes à relativement court terme, c'est en bas de 3. L'ensemble de la communauté médicale s'accorde maintenant pour dire que quand on passe en bas de 3, on commence vraiment à rentrer dans une zone dangereuse qui pourrait mener au coma hypoglycémique, bien entendu, pas à chaque fois, mais où le risque là de problèmes, de chute, de malaise beaucoup plus important devient de plus en plus important. Alors, c'est à peu près 80% des patients qui nous disent qu'ils en ont au moins fait une dans le dernier mois, mais ceux qui en ont fait, donc c'est 80% des patients, ont fait quasiment 8 épisodes dans le mois. Donc, c'est à peu près 2 épisodes par semaine en bas de 3 par patient, si le patient moyen existe. L'hypoglycémie beaucoup plus sérieuse, celle sévère avec le besoin d'aide, puis on parlera tout à l'heure de comment la définir et comment avoir un discours commun avec les professionnels de la santé, c'est 13% des adultes qui nous disent avoir eu ça dans la dernière année, donc un peu plus d'un adulte sur 10. Mais les adultes qui ont fait une hypoglycémie sévère dans la dernière année ont très, très souvent fait 2 épisodes dans la même année. Donc, un des principaux facteurs de faire une hypoglycémie sévère, c'est d'en avoir fait une récemment
malheureusement, et on manque de programmes. On est en train d'en valider un, nous, pour aider les gens qui sont à très haut risque d'hypoglycémie sévère, excusez-moi, de réduire leur risque. Alors, un des autres facteurs d'hypoglycémie sévère, qui est très lié à la répétition des hypoglycémies en bas de 3, c'est d'avoir des symptômes qui apparaissent de plus en plus bas, des symptômes de plus en plus ténus quand on est en hypoglycémie. Et c'est à peu près un patient sur 5 qui nous rapporte une baisse significative des symptômes en cas d'hypoglycémie. Certains patients se sentent soulagés par la baisse de ces symptômes, mais c'est comme la disparition de notre lecteur de glycémie en continu avec alarme interne, et ça expose le risque de passer des chiffres bleus ici, qui sont des hypoglycémies désagréables fréquentes, vers des hypoglycémies vraiment sévères, traumatisantes et très gênantes pour les patients. Alors maintenant, on va vous montrer, donc ça c'est notre registre, c'est les gros chiffres, et les premières analyses que l'on a faites tournaient autour des hypoglycémies. Je vais vous parler des choses sur les inégalités sociales et le risque de problèmes dans le diabète, de voir un petit peu si les hommes et les femmes abordent la prévention des hypoglycémies à l'activité physique de la même façon, si réduire les glucides de l'alimentation, c'est-tu bon ou pas bon, et on ne va pas se prononcer sur le bon ou pas bon, mais qu'est-ce qui se passe quand on réduit les glycémies, les glucides de l'alimentation, les sucres, et enfin le risque de stigmatisation, de se sentir pas bien ou d'être pointé ou d'être souvent, parce que j'entends souvent que quelqu'un m'a dit que j'étais irresponsable parce que j'ai pris une part de gâteau, que moi, je n'y avais pas le droit. Donc, ce genre de choses-là, je reviendrai sur la définition. Alors, commençons à parler des hypoglycémies. Et une des choses qu'on regarde dans le registre Better, c'est les conséquences de l'hypoglycémie qui sont rarement regardées par d'autres équipes. En particulier, les idées qu'on a eues avec Dr Brazo, avec qui je co-dirige le registre, c'est vraiment autour de toutes ces chicanes, par exemple, pour les certificats d'impôt, là, pour les 14 heures et tout ça, ou pour les impôts, ils vous disent des fois, ben non, une hypoglycémie, c'est 5 minutes, mais si vous regardez le site de la Société automobile du Québec, l'assurance automobile du Québec, si vous avez fait une hypoglycémie, vous n'avez pas le droit de conduire pendant 45 minutes. Donc, d'un côté, le gouvernement nous dit c'est 5 minutes, puis de l'autre côté, il nous dit c'est 45 minutes. Donc, nous, on pense qu'il y a beaucoup de conséquences de l'hypoglycémie, pas chez tout le monde, pas tout le temps, mais qui sont inaperçues, et on va aller regarder les conséquences de passer en bas de 3, puis les conséquences aussi d'avoir une hypoglycémie sévère, celle où on a eu besoin d'aide, on a eu besoin d'une autre personne. On va regarder ce que ça donne un peu en termes de gestion du diabète, en termes d'utilisation des services de santé, et puis surtout qui est vraiment l'aspect qui a été peu ou pas regardé jusque-là, la vie quotidienne et la santé mentale. Et vous nous avez dit des choses pour ceux d'entre vous qui sont là ce soir et qui ont probablement contribué au registre, nous ont probablement dit des choses importantes. Alors, vous allez avoir à chaque fois à gauche l'hypoglycémie en bas de 3 qu'on considère comme assez sérieuse, pas dramatique, mais les conséquences, très souvent on a les symptômes et ainsi de suite, et l'hypoglycémie sévère où on perd connaissance, ou en tout cas on a absolument besoin d'une tierce personne qui est importante. Alors, quand on a une hypoglycémie en bas de 3, un des réflexes habituels des patients, c'est de surveiller un peu plus souvent la glycémie. Il y en a un tiers qui ne disent pas de conséquences, et ça peut se comprendre. Il y a des choses où des fois on pourrait dire ce n'est pas logique, mais on peut aussi le comprendre. Le ou la patiente, c'est exactement ce qui s'est passé. Il dit oui, je t'ai fait de l'exercice, je n'avais pas planifié, je n'ai pas vérifié ma glycémie, ou clairement, je me suis injecté, quelque chose m'a empêché de manger. L'hypoglycémie, elle est reliée à ça. On comprend qu'à ce moment-là, il n'y a pas de conséquences, mais on sait les choses et on ne reprendra pas les choses, pas de conséquences à court terme. Il y en a un peu moins d'un tiers qui vont ajuster une insuline, ce qui fait tout à fait du sens. Je passe régulièrement trop bas 2 heures après mon dîner, c'est clair que mon ratio pour calculer ma dose du midi est un petit peu trop élevé. Et on en a à peu près 1 sur 5 des patients qui nous disent je consomme un petit peu plus de glucides. Donc, c'est ce que les anglophones appellent les collations préventives, les preventive snacking. Et ça, ce n'est pas forcément tout à fait optimal pour les patients. Et on pourrait essayer dans d'autres études, nous, d'en discuter pour dire aux patients c'est tout à fait approprié d'avoir des glucides sur vous en tout temps. Mais par contre, ce n'est peut-être pas le plus approprié de consommer des glucides. Alors, si l'hypoglycémie est sévère, et c'est bien normal, on voit qu'on passe de 39 à 55 % des gens qui surveillent plus leur glycémie, ça me semble tout à fait logique. On en a un bon tiers qui se mettent à transporter des glucides avec eux en tout temps. Je dirais que normalement, quand on vit avec le diabète de type 1, on devrait avoir 99,99 % dans un monde idéal
des glucides sur soi et que ce chiffre de 34% est clairement insuffisant et montre qu'on doit en reparler aux patients, nous, beaucoup plus. Vous voyez à peu près le même pourcentage de gens qui vont ajuster une insuline. Par exemple, on fait une hypoglycémie sévère la nuit, on va réduire l'insuline de la nuit, c'est tout à fait logique et attendu. Et la même proportion de gens qui consomment plus de glucides. Donc déjà là, quand le gouvernement nous dit c'est 5 minutes puis il ne se passe rien, ce n'est pas exactement ça, parce que pour vérifier les glycémies plus souvent, ça vient là, de penser avoir des glucides en tout temps, d'ajuster ses insulines. On est clairement beaucoup plus que 5 minutes quand on a une hypoglycémie. Maintenant, en termes de services de santé, à peu près 8 patients sur 10 ne vont pas avoir de conséquences, ne vont pas devancer un rendez-vous, demander un rendez-vous additionnel. Seulement 16% vont en discuter lors du dernier rendez-vous médical. Et puis, je pense que nous, les professionnels de santé, on doit se regarder le nombril là et on ne fait pas bien notre boulot d'en parler peu ou pas, ou elles sont tellement fréquentes que peut-être les patients les internalisent et ils veulent plus nous parler du big picture, comme diraient les anglophones, pour voir ça, alors que c'est vraiment 40%. Vous voyez qu'on passe de 16 à 40% pour dire les choses pour l'hypoglycémie sévère, mais ce n'est pas normal qu'il y ait juste 40% des gens qui en parlent à un rendez-vous médical. On devrait être dans du 100% parce que nous, les équipes médicales, on a des choses à proposer, de changer le mode de vie, de revoir le calcul des glucides, peut-être une autre insuline, peut-être une autre approche, peut-être un autre lecteur avec des alarmes. Et donc, le corollaire d'en parler, c'est qu'il y en a qui disent qu'il n'y a aucune conséquence sur leur gestion du diabète, mais un tiers des patients vont être transportés en ambulance, puis c'est à peu près le même nombre qui vont avoir la visite paramédicaux et transportés en ambulance. En termes de conséquences sur la santé physique et mentale, qui a été très, très peu étudiée dans la littérature, on a, dans les hypoglycémies sérieuses, à peu près 60% des patients qui nous disent qu'il n'y a pas de conséquences, mais un peu plus d'un patient sur 5 nous dit qu'il ou elle va présenter une fatigue persistante, qui est vraiment un symptôme que j'entends assez souvent à la consultation. À peu près 1 sur 5 va nous rapporter qu'il ou elle devient plus anxieuse. L'anxiété est beaucoup plus élevée, plus de 38%, vous voyez ici, après une hypoglycémie sévère, mais il y a quand même un tiers des patients qui nous disent qu'il n'y a pas eu de conséquences et presque un tiers aussi qui nous disent qu'ils ont une fatigue persistante. Et ces données-là, par exemple, pour la vie quotidienne, sont sous-estimées par les professionnels de la santé et clairement sous-estimées par les services gouvernementaux compte tenu de leur demande de justifier le 14 heures. Et peut-être expliquant que certains patients n'en parlent pas à leur équipe de soins. Il peut y avoir d'autres raisons, la peur de perdre son permis de conduire, l'application pour les assurances. Mais vous voyez qu'un petit peu moins de 30% des patients se sentent ça comme un échec, comme une honte. Ce n'est certainement pas le cas. Et si vous tombez face à des professionnels de la santé qui cherchent à vous culpabiliser à cause de ça, ce n'est certainement pas l'attitude à avoir. Ça, c'est bien démontré par contre. Donc, en résumé de cette première partie, il est évident que l'hypoglycémie affecte de nombreux aspects de la vie des patients qui vivent avec le diabète de type 1. Et c'est bien pour ça que les patients partenaires qui nous ont accompagnés, dès qu'on a posé les questions de recherche, dès qu'on a défini tout ça, nous avaient dit que ça devait être le fil rouge de ce registre. De façon intéressante, les femmes, en moyenne, ont un vécu plus mauvais que celui des hommes par rapport à l'hypoglycémie. Mon hypothèse, mais je ne peux pas la démontrer dans l'état actuel de la recherche, c'est que les hommes sont moins transparents sur les complications, on joue les gros toffs là, alors que les femmes sont probablement plus ouvertes à parler. Il n'y a pas de raison de penser que les conséquences seraient pires pour les femmes que pour les hommes, c'est probablement plus une façon de l'exprimer, de le vivre, de l'internaliser par rapport à tout un tas de codes sociaux. Deuxième partie de la présentation, c'est est-ce que quand nous, on vous demande si vous avez fait une hypoglycémie sévère à la dernière consultation, quand vous venez à la consultation, est-ce que vous comprenez la façon dont on s'exprime? Alors, il y a des patients qu'on a regroupés, un grand groupe de patients qui dépassaient largement le Québec, qui ont dit qu'on leur a demandé de réfléchir à comment eux pourraient phraser de la façon la plus simple possible ce que pour eux est une hypoglycémie sévère. Et ils ont dit pour nous, ça serait un taux de sucre où on aurait été incapable de le traiter par nous-mêmes. Alors que pour les professionnels de la santé, puis là, je vais juste vous en donner une petite fraction, c'est une hypoglycémie qui a éventuellement nécessité l'aide d'une tierce personne ou du glucagon ou une hospitalisation
ou une perte de conscience et généralement qui a été précédée de ce qu'on appelle d'une dysfonction cognitive que pour les patients, souvent, ils disent « Oh là là, mon docteur, il pense que je suis dément » et qui n'est pas du tout ce que nous, on veut dire dans ce jargon compliqué qu'on utilise. Et donc, on a fait une étude parce que les patients nous ont dit ben, « La définition des médecins, nous, ça ne nous parle pas. Par exemple, si je suis à la maison, que moi, je vis avec le diabète de type 1, que je me sens vraiment bas, puis que mon conjoint est à la cuisine à portée de voix et que je peux lui dire, s'il te plaît, amène-moi un verre de jus ou la collation habituellement que je prends, simplement par confort, par partage, c'est considéré d'après la définition médicale comme une hypoglycémie sévère parce qu'il y a eu l'intervention d'une tierce personne, mais ça ne serait pas vraiment pour nous. L'autre chose qu'ils nous ont dit, c'est que quand les professionnels de santé parlaient de dysfonction neurocognitive, eux, ils pensaient qu'on leur demandait s'ils étaient déments et que, bien entendu, ce n'était pas le cas. Donc, l'idée, c'est est-ce que la formulation beaucoup plus simple proposée par les patients permettrait qu'on parle tout le monde le même langage et est-ce qu'on mesure les mêmes affaires? Donc, on l'a fait sur un très grand nombre de patients, plus de 1400 patients, et vous avez le nombre de patients qui nous rapportent l'hypoglycémie sévère basée sur la définition des médecins en bleu clair et basée sur la définition proposée par les patients en noir. Le total, mais vous voyez quand même tout de suite qu'après ça, on a réparti ce total qui est tout à gauche en petites catégories dépendant du seuil à partir duquel on sent habituellement le plus souvent ces symptômes d'hypoglycémie. Sous-entendu, plus on va à droite, là où je déplace la petite souris rouge, moins on sent bien ces symptômes d'hypoglycémie. Et la grande flèche rouge que je viens de mettre, ça montre que moins on sent ces symptômes d'hypoglycémie, comme je disais un peu plus tôt, plus malheureusement on a des malchances d'avoir fait une hypoglycémie sévère. Vous voyez là, ce 1 sur 10 que je vous disais tout à l'heure est un peu moins de 1 sur 2 quand on ne sent quasiment plus aucun symptôme d'hypoglycémie. Et en gros, la relation est un peu la même et on voit exactement ce qu'on s'attendait, ce que les patients nous avaient dit. Vous, les professionnels de santé, vous allez considérer que si mon conjoint ou ma conjointe, mes parents et autres ont rapporté un tout petit peu moins, m'ont amené un jus quand j'étais un peu bas, mais si j'avais été tout seul, j'aurais été bien capable de m'en sortir. C'était vraiment, ça dit les choses. Donc, on a exactement la même relation et le petit peu moins qu'on voit à chaque fois est exactement ce que l'on attendait basé sur les patients, ce que les patients nous avaient dit et anticipé. Et donc, la résumé de tout ça, gardons ça simple. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, ou plus exactement, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et donc, la définition des patients, on doit la publier, on doit la faire valider par les pairs, on doit être un peu challengé là-dessus, mais on pense que la définition des patients est finalement bien meilleure, bien plus simple et capture effectivement ce que l'on a besoin de capturer. Troisième partie, c'est est-ce que si malheureusement, dans notre société qui est une des plus égalitaires de l'Amérique du Nord, même si elle reste très inégalitaire, trop peut-être aux yeux de certains, est-ce que si malheureusement on fait partie des gens de la société qui sont un peu moins riches, un peu moins bien nantis, est-ce que ça augmente notre risque d'avoir des complications du diabète, comme par exemple c'est très bien démontré chez nos voisins du Sud aux États-Unis, être pauvre quand on vit avec le diabète de type 1, c'est être exposé à un risque de complications beaucoup plus élevé aux États-Unis que par exemple si on est riche et qu'on vit avec le diabète de type 1. Et donc là, je vais vous présenter dans notre société qui a ses défauts et qui a ses qualités, le rapport entre le statut socio-économique, l'employabilité, est-ce qu'on a des assurances, notre salaire moyen, notre revenu moyen annuel et le risque d'avoir une complication. Je parle ici d'une complication des yeux, des reins, des nerfs, du cœur, par exemple. Alors, quand on a une assurance privée, c'est à peu près un tiers des patients qui nous disent qu'ils ont déjà eu une complication, mais quand on a l'assurance publique du gouvernement, c'est à peu près 1 sur 2. L'assurance privée, c'est généralement, pas toujours, mais un meilleur emploi et un emploi mieux rémunéré. Donc, c'est une façon d'accéder à un statut socio-économique. C'est aussi des fois l'accès à un peu plus de capacité à accéder à des traitements qu'on voudrait qu'on n'a pas forcément dans la RAMQ, même si la RAMQ en Amérique du Nord est clairement une des assurances les plus généreuses. En termes d'emploi, si on a un emploi qu'on occupe à temps plein et donc on présume une rémunération qui va être au moins acceptable, c'est un tiers des patients qui ont au moins une complication des yeux, des reins, des nerfs, par exemple. Si on est à temps partiel, c'est à peu près le même chiffre. Mais si on est sans emploi,
c'est à peu près un patient sur deux. On voit tout de suite que le fait d'être sans emploi va augmenter le risque de présenter des complications. Le niveau d'éducation est souvent un proxy par rapport au niveau de salaire qu'on va faire plus tard. Si on a dépassé le secondaire, on a à peu près un tiers de risque d'avoir une complication. Mais si on a dû interrompre nos études avant le secondaire, c'est un patient sur deux. Puis si on regarde par rapport au revenu annuel, plus de 100 000 $, c'est assez confortable au Québec. C'est un tiers des patients qui ont de la complication, un peu moins du tiers. Si on descend entre 60 000 et 100 000, c'est 40 des patients. Si on descend entre 30 000 et 60 000, on voit que ça monte un peu. Et si on est à moins de 30 000, on est à nouveau à presque 50 %. Et donc, en résumé, malgré l'existence d'un système de santé universel qui nous est largement envié par nos voisins du Sud et par des patients d'autres provinces, par exemple le Nouveau-Brunswick a un système beaucoup moins généreux pour les médicaments, eh bien, malheureusement, quand on a un niveau socio-économique plus faible, on a plus de risques de développer les complications et c'est une des multiples inégalités qui sont dans l'angle mort du gouvernement et que dans mon rôle à Diabète Québec, on va essayer de monter et de porter à l'attention du gouvernement pour que la couverture, l'accessibilité aux traitements, aux technologies des patients au diabète de type 1 soit meilleure. Et là, on ne parle pas de l'accessibilité d'un traitement, on parle de l'accessibilité générale à des soins qui soient améliorés. Le genre, c'est devenu vraiment quelque chose que je pense qu'on sous-estimait, y compris moi au début de ma carrière de chercheur, mais il est clair que les hommes et les femmes n'abordent pas l'attitude face à une maladie, face à de la prévention de la même façon. Et vous savez que pour réduire le risque de l'hypoglycémie lors d'une activité physique, quand on vit avec le diabète de type 1, on doit ou réduire sa dose d'insuline de façon anticipée ou prendre plus de glucides. Les hommes et les femmes ont-ils des choix particuliers? Eh bien, quand on va faire de l'activité physique, on est une femme, à peu près 8 sur 10 vont surveiller plus leur glycémie et les hommes, c'est la même affaire, la même proportion. À peu près 6 patientes sur 10 vont consommer un petit peu plus de glucides avant et pas mal plus d'hommes. 62 versus 70, ça fait une grosse différence. Dans le détail de l'étude, les gens nous disent c'est surtout quand je n'ai pas planifié l'activité physique et c'est clairement le mode préféré des patients pour éviter de faire des hypoglycémies à l'activité physique, probablement parce que c'est un mode qui nécessite moins d'anticipation, moins de manipulation. Vous savez que l'hypoglycémie peut malheureusement survenir après l'activité physique. 4 patients sur 10 vont en prendre plus, mais c'est 6 patients sur 10. Donc, en gros, les hommes ont plus tendance à avoir recours à la prise de glucides que les femmes. Les différences, par exemple, de 42 versus 56, dans ce domaine-là, c'est vraiment une différence qui est significative. Un peu moins de 6 patients sur 10 vont réduire leur dose d'insuline du repas précédent et c'est la même proportion chez les hommes. En résumé, eh bien, les hommes et les femmes n'abordent pas les choses de la même façon et les hommes ont plus de facilité, ont plus tendance à recourir aux collations que les femmes. Et maintenant, on est en train d'essayer de creuser un petit peu dans le travail pour voir ce détail-là. Et on a le plaisir pour nous, comme chercheurs, là, de vous annoncer que ce travail-là vient d'être accepté dans la revue la plus prestigieuse pour le diabète. Et c'est un peu comme publier dans le New York Times, c'est pas mal mieux que de publier dans la Gazette du Haut-Labrador. C'est toujours mieux que de ne pas publier, mais pour nous, c'est une belle reconnaissance que ce travail a touché les gens et a une chance de permettre aux professionnels de la santé d'aborder les choses un peu différemment au niveau conseil avec le ou les patients. Alors là, le sujet chaud du moment, si j'ose dire, c'est est-ce qu'en réduisant les glucides dans mon alimentation, je vais me retrouver avec la possibilité d'avoir un meilleur contrôle glycémique? Est-ce que je vais avoir des éléments? Mais le corollaire de ça, c'est que si je mange moins de glucides, je vais manger plus de protéines et surtout plus de gras. Est-ce que ce gras pourrait être peut-être plus mauvais pour mon cœur? Est-ce que je gagne d'une main, je le perds de l'autre? Alors, on vient de compléter une étude à nouveau. Là, toutes ces études ont été faites sur largement plus que 1000 patients. Et on a réparti les patients en 4 groupes. Ceux qui mangeaient beaucoup de glucides, le groupe 4, le groupe 3, un petit peu moins de glucides, le groupe 2, un petit peu moins de glucides et le groupe 1, pas beaucoup de glucides. On ne parle pas ici des diètes cétogènes là, qui, des fois, sont assez spectaculaires et controversées. Donc, là, on a vraiment
À tout à droite, le groupe 4, pas mal de glucides et puis pas beaucoup de gras et pas beaucoup de protéines. Et tout à gauche, c'est pas beaucoup de glucides, beaucoup de gras et beaucoup de protéines. Alors, quand on essaie de regarder ce que ça donne en grammes par jour, vous voyez qu'on passe d'une consommation de glucides d'à peu près 270 grammes à 167 grammes. Les diètes cétogènes, tout le monde se bagarre pour la définition, mais disons qu'on est bien en dessous de 50 grammes de glucides. Donc, les gens du groupe 1 ont tendance à manger moins de glucides que la moyenne, relativement peu par rapport à ce qu'on a longtemps recommandé au niveau du diabète, mais ce n'est pas des gens qui se limitent d'une façon exagérée en glucides. Alors, si on regarde la probabilité d'être au fameux Graal, l'hémoglobine glyquée en bas de 7%, vous voyez que quand on passe du groupe qui consomme le plus de glucides au groupe qui consomme le moins de glucides, en gros, on double la probabilité d'atteindre la cible glycémique. C'est assez spectaculaire et vous voyez que cette différence se fait surtout entre les gens qui vont consommer un peu plus de 200 grammes de glucides par jour versus un peu moins de 200 grammes de glucides par jour. Alors, est-ce qu'il y a un prix à payer? Est-ce que les gens qui consomment moins de glucides font plus d'hypo? On voit exactement la même fréquence des hypoglycémies dans le dernier mois, ces hypoglycémies sérieuses dont je vous parlais en bas de 3. Et pour les patients pour lesquels on était capable d'avoir accès à leur dernière prise de sang, en fait, proche de l'enquête alimentaire et ainsi de suite, on parle d'à peu près 2 hypoglycémies une moyenne de cholestérol de juste au-dessus de 2. La majorité des patients, on viserait idéalement en bas de 2, donc on ne voit pas de tendance au mauvais cholestérol. Quelle conclusion donner de ça? On n'est absolument pas dans des relations de cause à effet, mais les gens qui adoptent une diète plus faible en glucides atteignent un peu plus souvent leur cible glycémique ou pas mal plus souvent, et surtout pour ceux qui sont dans le quart inférieur de la cohorte de plus de 1000 patients qu'on a fait, on n'est pas capable de documenter qu'ils font plus d'hypoglycémie. Puis ce n'est pas juste avec le mauvais cholestérol qu'on va juger de l'impact cardiovasculaire, on garde un petit doute sur la sécurité de ces diètes qui sont souvent un petit peu plus grasses. On s'approche des derniers points, mais si vous n'êtes pas encore épuisé, j'aimerais vous parler de la stigmatisation. C'est quelque chose qui a été relativement peu étudié. Ma collègue Anne-Sophie Brazo, par exemple, a une publication, une étude qui est en cours de publication qui montre à quel point, par exemple, dans les séries télévisées, le patient avec le diabète de type 1, c'est en gros toujours l'handicapé en puissance, puis il fait des malaises sans arrêt, puis il n'est pas responsable, puis il mange du sucre, puis vraiment, il ne sait pas s'occuper de son affaire. Donc, la stigmatisation, c'est un stéréotype négatif et puis les comportements qui ont ça. Donc, ce soir, je pense qu'on a déjà tous un peu entendu les mauvaises nouvelles du ministre Legault, mais est-ce qu'il y a une stigmatisation un peu systémique ressentie par les patients qui vivent avec le diabète de type 1? Puis, je vais vous parler d'abord des adolescents, des jeunes adultes, 14-18 ans. Vous allez voir, c'est toujours le même tiercé de tête. 9 sur 10 se sentent mal jugés quand ils vont prendre une boisson sucrée. À peu près 8 sur 10 reçoivent des machins. Mais toi, tu ne peux pas manger de sucre. Mais oui, le dessert, ce n'est pas pour toi, et ainsi de suite. Et alors, si leurs glycémies ne sont pas parfaites, c'est des irresponsables parce que, voyons donc, s'ils faisaient ce qu'on leur demandait de faire, tout irait bien, comme a déjà dit quelqu'un au ministère de la Santé. Alors, si on prend maintenant la tranche d'âge des jeunes adultes, 19 à 24 ans, c'est à nouveau 8 sur 10 qui reçoivent des suppositions injustes, 8 sur 10 qui se sentent jugés s'ils ne mentent pas, et grosso modo, 8 sur 10 qui se sentent gênés lorsqu'ils doivent gérer leur diabète en public, vérifier une glycémie, faire une injection d'insuline, et ainsi de suite. Et qu'en est-il des adultes, 25 ans et plus? 8 sur 10 se sentent jugés. À nouveau, à peu près 63% font juger comme étant irresponsables. Vous voyez, le tiercé de tête est souvent la même chose. Et puis à peu près, un peu moins, 6 sur 10 reçoivent des suppositions injustes sur ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Toi, tu ne peux pas manger ça, toi, tu ne peux pas faire ci, et toi, tu ne peux pas faire ça. Et donc, les jugements négatifs, les stéréotypes qui amènent à de la stigmatisation sont très fréquents avec le diabète de type 1. On voit qu'ils baissent avec l'âge, mais ça reste quand même extrêmement fréquent, même chez les adultes. Et donc, cette stigmatisation est fréquente et elle est un peu moins fréquente avec l'âge. Je ne vous ai pas montré ces données-là, mais quand on a une hémoglobine glyquée élevée, on se sent encore plus stigmatisé parce que probablement on va internaliser encore plus les signaux que la société nous donne.
Et donc, si j'espère que je vous ai convaincu, c'est un petit échantillon de ce qu'on commence à faire. On commence à avoir assez de données pour alimenter les professionnels de la santé, les organismes gouvernementaux, l'INES, qui est l'organisme du gouvernement qui recommande ou pas à la RAMQ de rembourser les choses. Et même si j'ajuste un peu plus de 20% des gens à la RAMQ, si la RAMQ accepte de rembourser quelque chose, une assurance privée est tenue de le faire aussi. Et donc, ça a une énorme importance. On veut vraiment donner une meilleure représentation du diabète du type 1 au Québec, comme par exemple la fatigue persistante après les hypos, comme étant un argument pour le crédit d'impôt pour entrer dans les fameuses 14 heures par semaine. On espère que ce genre de conférence qu'on donne vous permet d'être utile et être utile. À peu près, je ne me rappelle plus tous les combien de patients, mais toutes les quelques centaines de patients, on tire des cartes Amazon et on a déjà distribué de nombreuses cartes pour ça. Et on a un programme qu'on vient de finir de valider, qu'on va rendre plus accessible d'ici le milieu de l'année prochaine, d'auto-formation où les patients et leurs familles peuvent aller, pour les adultes en ligne, aller chercher les informations qu'eux veulent, au rythme qu'ils veulent, par petites sections qui durent à peu près 6-7 minutes à chaque fois, avec des petites vidéos et puis des petits documents à télécharger. Si on souhaite après, les patients qui l'ont testé ont adoré ça et on a montré qu'ils faisaient plutôt moins d'hypoglycémie après et le lien va apparaître dans les commentaires. Si vous étiez un ou une professionnelle de la santé à nous écouter ce soir et à vouloir faire plus de choses pour les patients, on a du matériel et on a même une version pour ceux qui veulent en apprendre vraiment beaucoup plus des modules d'auto-formation pour les patients, les professionnels de santé qu'on est en train de développer et de valider. On va maintenant prendre vos questions et vos réponses. Et avant que je regarde et que j'ouvre les choses, c'est juste pour vous mentionner que tout en bas, là en blanc, elle s'est mise discrète, mais Sarah A, qui est une de nos collaboratrices, c'est elle qui a préparé ces illustrations extraordinaires. C'est notre vulgarisatrice en chef et c'est vraiment à elle que le crédit doit aller. Ça, c'est le webinaire aujourd'hui en jaune. En janvier, on en aura un sur l'adolescence et le diabète de type 1 que vous voyez en plus grand. Et en février, on en parlera un sur le poids et le diabète de type 1. Je vais me permettre d'arrêter mon partage et puis je vais aller dans les questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient déjà là, donc je vais me permettre de les lire pour tout le monde et puis essayer d'y répondre. Est-ce qu'il y a plus de cas de diabète de type 1 reliés à la COVID dans la dernière année? C'est une question pour laquelle on a une réponse et la réponse, c'est non. On n'a pas d'évidence qu'il y a plus de cas. Par contre, on a des évidences que quand le diagnostic arrive, on le diagnostique plus tard et que les enfants, les jeunes adultes, les adolescents qui arrivent à l'urgence avec un nouveau diagnostic du diabète de type 1 arrivent avec des glycémies plus élevées et puis ce qu'on appelle l'acidocétose plus prononcée. Donc, les études disponibles ne nous montrent pas que la COVID augmente le risque de diabète de type 1. Pour le diabète de type 2, la réponse est au moment de la COVID, il y a beaucoup plus de diabète de type 2. Est-ce que c'est du diabète qui va rester chez les gens pour le diabète de type 2? On ne le sait pas. Deuxième question, pour quelqu'un qui a fini sa lune de miel, elle fait presque pas d'hypo, mais par contre plus d'hyper. Souvent à la fin de la lune de miel, pour être sûr qu'on soit tous d'accord sur ce que c'est cette période où, après la phase initiale du diabète, les glycémies s'améliorent, on retire le traitement. Puis il y a un bon tiers des patients, on peut même enlever l'insuline pendant un moment. Ça, c'est ce qu'on appelle la lune de miel. Mais la lune de miel ne dure pas, puis je ne veux pas que vous fassiez d'analogie avec la vie de couple. La lune de miel ne dure pas, puis on doit redébuter le traitement. Donc souvent, quand il y a des hyper, au début, quand on reprend le traitement, c'est souvent qu'on a des problèmes à resuivre pour le traitement. Alors, il y a quelque chose qui vient de changer sur mon écran. J'espère que je n'ai pas perdu des questions en faisant une bêtise. Je vois une question là qui dit des fois que quelqu'un qui est probablement un parent d'enfant qui vit avec le diabète type 1, qui dit qu'il est comme dans un rêve, que ça tourne au ralenti. Est-ce que c'est lié à une hypo sévère? Non, mais est-ce que c'est lié à une hypo ou donc un taux de sucre trop bas, en bas de 4, ou est-ce que c'est lié à des fluctuations glycémiques importantes? Ça serait important d'essayer de le voir. Et si votre enfant a un lecteur en continu de la glycémie, ça serait vraiment essayer d'aller voir et de discuter avec l'équipe de soins
si ces moments où il ou elle ressent ce genre de choses-là est lié aux glycémies. Si ce n'est pas lié aux glycémies, il faut savoir aller chercher d'autres maladies, exclure d'autres causes. On a trop souvent tendance dans le diabète de type 1 à toujours tout relier à la glycémie. Ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi on a plus de risques d'avoir des complications quand on est sans emploi? Ben, généralement, on va avoir plus de difficultés à aller voir son médecin parce qu'on a des tâches en compétition. Il y a quand même une part de copaiement qu'on a à la pharmacie, qu'on a tous les mois. Donc peut-être que certains mois, on va avoir du mal parce qu'on est à la fin du mois à aller chercher ses médicaments, on va un peu réduire ses doses d'insuline, on va tricher avec tout ça. Donc on pense que c'est tous ces éléments-là qui font ajouter un autre élément qui est bien démontré en santé, malheureusement, qui est que quand on a de la pauvreté, on a beaucoup de mal à intégrer les informations complexes qui peuvent exister au niveau du diabète pour tout ça. Donc, c'est vraiment des choses que l'on peut voir. Quelqu'un qui m'explique qu'il ou elle est nutritionniste dans un hôpital de réadaptation et qu'il y a des patients qui n'ont jamais vu une nutritionniste. Oui, c'est une mesure qu'on va avoir dans Better, là où la nutritionniste n'est pas vraiment quelqu'un que les gens voient souvent dans les professionnels de la santé. Et c'est un professionnel de santé qui peut être extrêmement utile. Est-ce qu'on peut essayer d'augmenter l'accessibilité pour les patients, pour les nutritionnistes? La réponse est oui, ça va faire partie des choses qu'avec mon chapeau de chercheur et avec mon chapeau de responsable à Diabète Québec, de défendre l'intérêt des patients, on va monter. La réponse est oui. Et puis, il y a une deuxième question sur le fameux 15 grammes, 15 minutes pour corriger les hypoglycémies et puis qu'on devrait prendre un sucre rapide, comme par exemple des comprimés dextrose, ou est-ce qu'un jus pourrait remonter un petit peu plus vite ou un peu différemment? Il y a très peu d'études qui ont comparé les sources de glucides, mais on doit vraiment aller vers un glucide qui s'absorbe rapidement du sucre contenu dans un jus de fruits, surtout s'il est rajouté de sucre, de l'eau avec du sucre, des comprimés dextrose. Mais la règle des 15 grammes, 15 minutes, il y a de plus en plus de médecins, et je suis un des plus vocaux là-dessus, qui dit qu'il est impossible que cette règle fonctionne pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour les adultes, pour les gros, pour les minces, au moment des règles, pas au moment des règles, pendant l'exercice, pas l'exercice, le matin, le soir, alouette. Et vraiment, on pense que cette règle, malheureusement, elle fait l'affaire des professionnels de la santé parce qu'elle est simple, mais qu'elle est probablement fausse. Je pourrais présenter dans un prochain webinaire les données qu'on a là-dessus. On est à peu près sûr maintenant que ça fonctionne pas très bien, le 15 grammes, 15 minutes. On vient d'avoir une étude qu'on complète qui montre que dans certains cas, le 32 grammes pourrait être un peu supérieur sans rebond hyperglycémique, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour le traiter, pour améliorer ça. Quelqu'un qui dit que ça fait maintenant presque 50 ans qu'il ou elle vit avec le diabète de type 1 et qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Effectivement, ça fait 50 ans que vous vivez avec le diabète de type 1, vous avez connu les seringues en verre avec une aiguille au bout qui ressemblait plus à un clou de bûcheron qu'à une aiguille, mais il y a beaucoup de nouveautés sur les glucomètres et tout ça, mais pas la guérison. Je vous incite à aller voir, je ne sais pas si on l'a déjà publié, mais je sais qu'on l'a déjà préparé. Il vient d'y avoir une étape majeure vers la possible guérison, ou en tout cas grève d'îlot avec beaucoup moins d'inconvénients qui a été franchie. On est encore loin de la coupe aux lèvres, mais je vous incite à aller voir les nouvelles sur le site Better, qui est vraiment la partie qu'on fait où on vulgarise les nouvelles scientifiques qui nous semblent les plus proches des patients. Et puis vraiment, c'est vraiment quelque chose, et je pense que Sarah est en train de vous dire où et si on a fait. Je n'ai pas pensé à vérifier si on a publié la nouvelle. Moi, je ne vais pas sur le site, je les lis avant avec l'équipe pour essayer de voir si on a, et un certain nombre de patients que je tiens à remercier ici. J'ai vu qu'il y avait une des patientes qui était là ce soir qui relise les articles. Est-ce qu'on a mesuré l'impact sur les reins de la diète un peu plus faible en glucides et plus de protéines? Est-ce que les protéines en quantité importante sont dommageables pour les reins? Les protéines en quantité très importante peuvent être dommageables pour les reins, pas dans le niveau qu'on a vu là. On ne l'a pas mesuré dans cette étude-là et c'est pour ça que ça nous rend prudents. On a l'impression qu'en réduisant les glucides, les patients contrôlent mieux leur glycémie post-repas, ont plus de facilité à garder les choses, mais la sécurité de cette diète pour le cœur et pour le rein reste à établir. On n'a pas d'élément de dangerosité non plus pour l'instant. Pourquoi les assurances privées ne couvrent pas à 100% comme la RAMQ? Eh bien, les assurances privées
Madame Saint-Martin vous ont raconté des niaiseries parce que, d'abord, la RAMQ ne couvre pas toujours à 100%. Les gens à la RAMQ doivent payer un petit peu. Mais il y a des assurances privées qui sont un peu filoutes et qui essayent de refiler une partie de la facture à leurs adhérents. Et normalement, ce qui est couvert à 100% par la RAMQ doit être couvert par une assurance privée à 100%. Une assurance privée au Québec ne peut pas offrir moins que la RAMQ. Par contre, quand on dit 100% couvert par la RAMQ, il y a quand même un copaiement que des fois on appelle un ticket modérateur qui reste à la charge des patients. Donc, ce n'est pas un vrai 100%. Vous savez, c'est comme dans certains téléachats là, où on ne nous dit pas exactement la vérité. Puis il y a quelqu'un qui dit il y a un plafond, des fois, certaines assurances privées. Il y a plus d'assurances privées qu'il n'y a de patients. Ça n'a aucun sens. Vous pourriez vous retourner vers quelqu'un dans une entreprise, je ne sais pas, vous travaillez chez Bell ou peu importe, d'une grosse entreprise connue, eh bien, votre voisin, s'il a été embauché 4 ans plus tard, il n'est pas forcément dans la même convention collective. C'est un cauchemar, les assurances privées, mais ne vous contentez généralement pas de la première réponse de « c'est pas couvert » ou « on ne vous donnera pas ». Vous avez vraiment intérêt à pousser un peu puis à râler. Douleur aux jambes au coucher quand on vit avec le diabète de type 1, la première cause, la cause la plus fréquente, c'est une atteinte des nerfs qui est reliée à des glycémies élevées. Le premier, et surtout quand c'est le soir au coucher, comme vous le rapportez, le premier traitement et le traitement le plus important, c'est vraiment de viser des bonnes glycémies, si possible, se rapprocher de la fameuse hémoglobine glyquée proche de 7. Et un patient m'a dit récemment que ça n'avait pas beaucoup de signification pour lui, mais quand on a donné, nous, comme professionnels, l'hémoglobine glyquée aux patients, ils s'en souviennent extrêmement bien. On vient de le mesurer grâce au registre. Il existe des traitements, parce que l'hémoglobine glyquée en bas de 7, ça va permettre vraiment de permettre aux nerfs d'être soulagés, d'éviter les petits dommages aux nerfs quotidiens. On me dit qu'il faut que je me dépêche un peu. Il y a des traitements qui peuvent être ajoutés, comme le gabapentin, qui vont réduire les choses. Quand est-ce qu'on sait que la lune de miel est finie? Je vais essayer de faire des phrases courtes. Quand les glycémies montent sans traitement, c'est comme ça qu'on sait que la lune de miel est finie. Transplantation de cellules pancréatiques avec le test qui est fait en Amérique, mais aussi au Canada récemment. Allez voir l'article que Sarah a ou va publier très prochainement sur notre site. On vous dit on en allait. On est loin d'être réaliste, d'être quelque chose de pratique, mais ils viennent de franchir, les chercheurs, une très grosse étape. Pendant la COVID, il y avait des informations au fait que les gens qui avaient été diagnostiqués au diabète de type 1, et c'était à la suite du vaccin, c'est faux, c'est archi faux, ça a été fait. Désinformation, fake news, comme dirait notre ami Donald. Est-ce qu'il y a des effets sur le cerveau de faire des hypoglycémies graves à répétition? La majorité des études n'ont pas montré d'éléments. Chez les gens où la répétition, ça serait une par semaine pendant 5 ans, là, oui, on a quelques éléments. Donc, d'une façon générale, beaucoup des patients se sont fait dire à chaque hypo, vous perdez 10 000 neurones. C'est très, très exagéré de ce point de vue-là. Et oui, des hypoglycémies sévères, ça dépend ce qu'on entend répartition, pourraient mieux faire. Comment mieux contrôler les hyper? Ça, c'est ce à quoi on s'attaque. C'est malheureusement beaucoup trop long pour répondre, mais principalement, c'est les bonnes doses d'insuline au bon moment, mais je ne vais pas vous aider en vous disant ça vraiment. Des problèmes de glycémie avec les règles, est-ce que les hormones influencent la glycémie à un tel point? La réponse est clairement oui, oui, oui et oui. Les besoins d'insuline peuvent changer énormément au moment des règles et des fois au moment de l'ovulation. Est-ce qu'on doit être automatiquement vu par un endocrinologue? Non, il y a des médecins internistes qui s'en occupent bien. Le médecin de famille, c'est souvent très loin de ses obligations. Il y a les pédiatres, bien entendu, aussi pour les enfants. L'endocrinologue, et je dirais même qu'il y a des endocrinologues comme moi qui font beaucoup plus de diabète de type 1 que les autres. Je comprends des patients suivis ici à la clinique de l'IRCM que généralement, ils aiment bien ça pour ça. On me remercie, j'adore ça. Je vous embauche pour parler à mes enfants qui disent que je suis un vieux schnock. Est-ce qu'il y a des gens avec le type 1 qui prennent de l'Ozempic, ce médicament pour lequel il y a beaucoup de publicité? C'est hors indication, mais oui, ça fonctionne. Ça fonctionne pour améliorer un peu les glycémies et ça fonctionne pour perdre du poids, ce qui ne plaît pas au gouvernement. Oui, c'est une des façons de perdre du poids et ça sera abordé dans le webinaire qu'on aura, je crois, au mois de février. Si on me rapporte quelqu'un qui nous dit, finalement, j'ai été diagnostiqué type 2, mais ça pourrait ressembler au type 1, il faut demander à votre médecin de faire les prises de sang pour éliminer le fait que vous êtes pas, que vous êtes bien un diabétique qui vit avec le diabète de type 1. Il y a des prises de sang qui permettent de le faire. Et oui, à ce moment-là, ça vous donnera le droit à un certain nombre de traitements
réservé au diabète de type 1, ça pourrait vous priver d'autres traitements comme l'Ozempic dont on vient de parler, qui n'est pas bon pour le diabète de type 1. Avez-vous des choses, les deux études récentes sur la correction de l'hypoglycémie, ça s'en vient, on va les faire réviser par les pairs. Je ne ferai pas de moi un Didier Raoult, ce médecin français qui ranonnait tout haut des choses. On va d'abord passer par ce truc un peu compliqué où d'autres chercheurs doivent me dire si j'ai bien interprété mes données. Stay tuned, comme diraient les anglophones, ça s'en vient. Et puis, le contrôle de mes glycémies basses sans tremblement ou de confusion ressentie dans la première semaine avec une nutrition faible en glucides où elle devient naturellement basse. Oui, quand on adopte rapidement et qu'on bascule rapidement à une diète faible en glucides, on peut avoir ce genre de symptômes-là, ça va disparaître avec le temps. Il y a même des gens qui sentent comme un petit peu grippés. Je m'excuse, j'ai été trop rapide pour les dernières questions. J'apprécie énormément les choses. Je pense que je n'ai pas oublié de questions, j'espère, mais je crois qu'on va devoir malheureusement s'arrêter. On m'envoie plein de messages pour me dire que je suis trop long. Sarah, est-ce qu'il y a d'autres questions que j'aurais oubliées? Allô, non, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. J'ai été un petit peu long. C'est une de mes marques de fabrique. Je vais refaire le même show en anglais, mais là, je parle moins et moins vite en anglais. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère que ces nouvelles, loin de vous déprimer, commencent à vous montrer que tout le temps que ceux d'entre vous nous donnent est pas peut-être bien utilisé, mais on essaye de commencer à faire les choses qui vont vraiment faire pression au sens positif sur le gouvernement pour un meilleur accès, une meilleure reconnaissance, à essayer de mieux comprendre pour essayer de mieux traiter. On apprécie énormément votre support et on sait qu'on a mis dans les questionnaires un peu trop de questions avec Dr Brazo. On va mettre un peu la hache là-dedans. Passez une excellente fin de soirée, malgré la soirée qui n'était pas géniale avec la conférence de presse du gouvernement. Bonne soirée.